Nous nous rendons en Australie pour notre première affaire, en Nouvelle-Galles du Sud. Les faits interviennent à Parramatta, une ville de la banlieue de Sydney. C'est un lieu où il fait bon vivre, un peu à l'ouest de la capitale australienne. Amina Hayat est née vers l'année 2003 au Bangladesh. Elle est la fille d'Abu Hayat, 41 ans, et de Mahfuzer Haket, 39 ans. Elle a une sœur qui est un peu plus jeune qu'elle. Elle a vécu une bonne partie de son enfance au Bangladesh, en particulier avec sa mère. La petite fille est décrite comme un enfant poli, gentille et respectueuse. S'il lui arrive de faire des blagues, ce n'est pas réalisé dans la méchanceté pure. C'est une enfant après tout, et à cet âge-là, on a envie de faire des blagues à tout le monde. Amina aime énormément ses parents, et la séparation avec son père est très difficile. D'ailleurs, petite pensée à ceux qui ont vécu le divorce de l'un de ses parents, ça devait pas être facile. Je me souviens d'un ami étant un peu plus jeune, il l'avait très mal vécu le pauvre. Donc franchement, grosse pensée à ceux à qui ça a pu arriver, et j'espère que vous avez su rebondir. Comme je le disais, les parents se séparent, et Amina le vit très mal. L'homme a émigré en Australie en 2006 pour y travailler. Il a dans l'idée d'obtenir un visa de résidence et de faire venir sa femme et sa fille auprès de lui. Dès qu'elle l'a au téléphone, elle ne cesse de lui demander quand elle pourra venir le rejoindre. Abu Hayat rassure sa fille, lui indiquant que l'expatriation est pour bientôt. Amina a 9 ans quand sa mère et elle rejoignent Abu dans le pays en 2013. Le temps a dû être terriblement long pour Amina et Mahfuzer. Abu a de son côté dû travailler dur pour obtenir ce fameux visa tant désiré. Il devait envoyer une bonne partie de son salaire à ses proches le temps qu'ils se retrouvent. Je me dis qu'ici, de nombreuses familles ont connu ou connaissent cette situation et qu'il faut être très fort mentalement. S'éloigner volontairement de sa famille pour leur offrir un avenir meilleur, j'appelle ça de l'amour. Franchement, faut avoir du courage et je respecte ça. Bref, on continue le cours de notre histoire. Une deuxième petite fille va naître dans les années suivant l'emménagement complet de la famille en Australie. La famille évolue et s'épanouit dans leur pays d'accueil. Abu a ouvert une boucherie afin de faire vivre sa famille. Amina grandit et s'adapte à merveille à cette nouvelle vie. L'adolescente excelle à l'école. Elle a des aptitudes en mathématiques et se lie facilement aux personnes gravitant dans son entourage. Si l'adolescence est une période relativement difficile pour beaucoup de jeunes personnes, Amina est vue comme une jeune fille normale et sociable. Alors qu'elle obtient son diplôme de fin de lycée, il est temps pour elle d'envisager la suite de son parcours scolaire. Amina entre en médecine à l'université de Western Sydney. Elle réussit sa première année et se trouve en deuxième année au moment de notre histoire. Elle aspire à devenir chirurgienne. Ses parents la soutiennent financièrement, ils voulaient le meilleur pour elle. La jeune femme se trouve toutefois un emploi à temps partiel en tant que vendeuse dans une épicerie Kmart au sein du centre commercial Marrickville Metro. Amina travaille 2 jours dans la semaine, certainement le week-end. À ce moment précis, Amina n'a pas une très bonne relation avec ses parents. Elle est en couple avec un certain Meraj Zafar, 20 ans, qu'elle a rencontré quelques mois auparavant. Meraj est d'origine pakistanaise. Il s'agit de sa première relation amoureuse et on sait que celle-ci peut être très intense. L'homme est à l'opposé de ce qu'elle est. Il a arrêté l'école vers le lycée, loin d'apprécier les études comme sa petite amie. Le couple emménage ensemble dans un appartement à North Parramatta au sein d'une petite résidence. Meraj et Amina envisagent de se marier. L'histoire d'amour semble un peu précipitée pour les parents d'Amina. Elle ne connaît pas le jeune homme depuis longtemps et elle souhaite déjà s'engager. La jeune femme décide de ne plus rester en contact avec ses parents. Ses amis la voient peu à peu s'éloigner. Les proches de Meraj ne semblent pas plus emballés par l'idée de ce mariage précipité. Elle se marie avec son compagnon contre l'avis de ses parents. Ils n'ont pas donné leur bénédiction, ce qui n'a pas empêché Amina de se lancer dans cette nouvelle étape de sa vie. Des amis de la jeune femme s'étonnent de ne plus avoir de ses nouvelles. Un appel est passé à la police afin de signaler cette absence qui est plutôt très étrange. Des agents se rendent au domicile du couple Hayat et Zafar. Quand la police frappe à la porte, personne ne répond. Ici, je ne sais pas ce qui les a motivés à entrer, mais c'est ce qu'ils ont fini par faire en forçant l'entrée de l'appartement. Le corps d'Amina est découvert le 30 janvier dans une baignoire remplie d'acide. Des bidons du liquide sont retrouvés dans la pièce. Quand les policiers se sont rendus compte de la présence des produits chimiques sur la scène de crime, ils se sont tout de suite abstenus de poursuivre les investigations. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'une aide extérieure. Le corps de la victime a été plongé presque entièrement dans un liquide dangereux et toxique. Il y avait seulement un pied qu'on pouvait apercevoir, un pied qui se trouvait en dehors de la baignoire.
Une équipe spécialisée doit assister la police dans cette situation hors norme. L'organisation de lutte contre les matières dangereuses et de sauvetage est contactée afin de venir en aide aux autorités. Les premières preuves sont révélées progressivement sur place, notamment un chat appartenant au couple. L'animal a des traces sous ses pattes et il est nécessaire de les prélever correctement pour les besoins de l'enquête. Les expertises permettent de déterminer qu'Amina a été tuée entre 12h et 17h la veille de la découverte de son corps immergé. Les causes exactes de sa mort sont malheureusement impossibles à déterminer. L'acide a rongé le corps de la victime, donc à ce stade impossible d'avoir des preuves tangibles. Les premiers soupçons se tournent vers Mehraj Zafar, qui est le mari d'Amina que depuis quelques semaines seulement. L'homme n'est pas présent au sein de l'habitation du couple, il semble introuvable. Il aurait cependant été aperçu en train de fuir au volant de son camion. Des images de vidéosurveillance où l'on voit le jeune homme sont diffusées par la police, certainement dans le but de le retrouver plus facilement. Mehraj se rend lui-même au poste de police de Bankstown le lendemain, le 31 janvier. Il est immédiatement mis en état d'arrestation concernant le meurtre de sa femme. Son camion est saisi par les autorités dans le but d'effectuer des analyses. Un autre véhicule lui appartenant avait été récupéré un peu plus tôt dans le même but. Mehraj doit comparaître rapidement face à un juge, mais son avocat, maître Mohammad Sakr, demande un ajournement. Le jugement concernant l'affaire est fixé au 5 avril 2022, 3 mois plus tard. Le suspect est en prison dans l'attente de son procès. Maître Sakr assure que son client est désespéré face à la situation. Il n'est pas certain si son client est prêt à se battre ou non face aux accusations de meurtre lui étant portées. L'accusé refuse de bénéficier d'une libération sous caution. L'avocat estime qu'il fera une nouvelle demande à un moment mieux choisi. Il n'a pas confirmé le mariage de son client avec Amina Hayat, mais il y avait bien une relation amoureuse entre les jeunes gens. Maître Sakr reconnaît toutefois que Mehraj Zafar a fait le bon choix en se rendant à la police. Des images de Mehraj ont été partagées. Il était suffisamment reconnaissable. Et la vie de fugitif, c'est pas une vie. Il aurait été forcément retrouvé un jour ou l'autre. Il est révélé au cours de l'enquête que Mehraj a acheté une bouteille d'acide de 20 litres au magasin de bricolage Bunnings North Maid le 30 janvier. Se rendant compte que ce n'était pas suffisant, le suspect est retourné au même endroit afin de prendre 4 nouvelles bouteilles. Il a téléphoné à ses parents un peu plus tard dans la journée, après que le corps d'Amina a été placé dans la baignoire et immergé dans l'acide. Sa mère a pris contact par la suite avec la police. Quand j'ai découvert le crime, je me suis demandé si on était vraiment sur une histoire vraie. C'était tellement horrible que je me suis demandé si c'était réel, sérieux. On a l'impression d'être dans une série tellement c'est absurde. Mehraj a voulu faire disparaître le corps de sa femme comme dans Breaking Bad. À croire qu'Amina était une dangereuse criminelle. Malgré la mort de la victime, il fallait rajouter un cran en plus sur l'échelle de la violence, en faisant disparaître son corps dans de l'acide. Certains meurtriers ont déplacé leurs victimes dans des bâtiments désaffectés ou des terrains isolés. D'autres n'ont pas hésité à faire usage du démembrement pour faciliter la dissimulation de leurs crimes. Mehraj, de son côté, s'est rendu par 2 fois dans un magasin de bricolage pour faire d'étranges courses. Il ne s'est rendu à la police que le lendemain de son crime. Mehraj voulait détruire le corps d'Amina, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Les proches de la jeune femme s'étant manifestés à la police. Ici, on ne peut pas dire que cet homme n'a pas calculé la suite des événements. La famille de la disparue est bouleversée. Abu Hayat a fait part de son inquiétude à la police, mais on lui a fait comprendre que ses dires n'étaient pas fondés. Amina n'est plus en contact avec ses parents depuis des mois, et cette prise de contact paternel n'est fondée sur aucun fait. Amina est majeure et elle est avec son conjoint. Elle est libre de faire ce qu'elle souhaite. Le père d'Amina s'exprime à son sujet auprès du média 7 News. « J'aime ma fille. Je veux qu'elle me soit rendue. Tout le monde espérait qu'elle devienne médecin. Elle voulait aider les autres. » Mahfuzer et Abou n'ont pas pu voir leur fille une dernière fois avant de l'enterrer. La malheureuse n'a pas pu avoir une cérémonie dans la pure tradition bangladaise. Le corps d'Amina a été terriblement endommagé par l'acide et son visage a été défiguré. C'est d'autant plus triste dans cette situation que la tradition bangladaise requiert que le visage du défunt puisse être vu, après que le corps ait été enveloppé dans un linceul blanc en tissu. J'imagine que les autorités n'ont pas pu permettre aux parents de voir le corps une dernière fois. Et de toute façon, une telle vision d'horreur, ça aurait fait plus de mal qu'autre chose. Voir son enfant en décomposition dans de l'acide, franchement, vaut mieux éviter. La perte d'Amina est déjà terrible sans qu'on en ajoute encore plus. Une cérémonie funéraire a eu lieu à la mosquée de Lakamba. Le corps d'Amina a été entièrement enveloppé dans un tissu bleu ainsi qu'un linceul blanc.
Les membres de sa famille ont pu toucher son corps au cours de la commémoration. Une 60aine de personnes étaient présentes sur place pour rendre hommage à la jeune femme disparue. Amina Hayat était décrite comme une jeune femme gentille, bien que réservée, que ce soit par les membres de sa famille ou des connaissances. Elle était également connue pour sa discrétion. Ses voisins n'ont jamais eu de soucis avec elle. Ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de lui parler. Amina était réputée dans le voisinage pour mettre souvent de la musique chez elle, sans toutefois incommoder qui que ce soit. La jeune femme semblait un peu plus réservée depuis qu'elle avait quitté le cocon familial. Une pétition en ligne a vu le jour sur le site change.org en février 2022. Elle réclame la prison à vie à l'encontre du présumé meurtrier d'Amina, son jeune mari Mehraj Zafar. La pétition a été signée plus de 428 fois. Elle ne semble pas avoir été mise en ligne par un proche de la victime. 18 mois après le décès d'Amina, la famille Hayat accuse un nouveau coup dur. En effet, la boucherie dont les parents de la jeune femme sont propriétaires est contrainte à fermer. Les parents d'Amina ont été terriblement touchés par la mort de leur fille et ils n'ont pas pu tenir le commerce à flot. Ils ne pouvaient plus assumer le loyer de la boucherie qui était conséquent. Sultana Akhter, originaire du Bangladesh et présidente de l'organisme Good Citizens Work, déclare au Daily Mail Australia que la famille Hayat est en quête de justice. La famille de la victime n'a bénéficié d'aucune aide financière depuis la mort tragique d'Amina. Abou et Mahafuzer se sont retrouvés dépendants de colis alimentaires. Mahafuzer, d'après les articles de presse que j'ai pu trouver, n'avait même pas la force de quitter son domicile, même pour se rendre à des rendez-vous pour l'aider dans son processus de deuil. C'était impossible. Et franchement, je les comprends. Quand tu perds un être cher, ta propre fille, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu perds goût à tout. Tu n'as plus le goût de la vie. C'est malheureux de dire ça, je sais, mais c'est réel. Abou a de son côté été diagnostiqué d'un syndrome de stress post-traumatique, ce qui l'a empêché de tenir sa boucherie. La jeune femme faisait la fierté de ses parents, même si elle avait disparu de leur vie depuis plusieurs mois. Abou Hayat est même retourné quelque temps seul au Bangladesh. C'est tellement triste. Ils ont perdu leur fille et ils se sont retrouvés dans une situation si dramatique qu'ils en ont perdu leur commerce. Abou a travaillé pendant plusieurs années, éloigné de sa famille, avant qu'il ne puisse le rejoindre. Jamais il n'aurait pu imaginer que l'avenir qu'il voyait pour ses proches prendrait une dimension aussi sombre. C'est dans ces situations que je me demande comment les proches des victimes parviennent à se sortir de leur tristesse, à défaut de se remettre. On ne se remet jamais véritablement de la perte aussi brutale d'un proche. On apprend à vivre avec, mais on ne peut jamais oublier. Faire son deuil, c'est un processus terriblement long. Si on a l'impression de s'en être sorti, le moindre élément, un son, un souvenir, une date, et on replonge. La famille Hayat attend de faire face au meurtrier de leur fille, Amina. Mehraj Zafar a depuis son incarcération fait plusieurs changements dans son équipe de défense. En changeant à plusieurs reprises d'avocat, il a fait retarder les procédures judiciaires. Le procès de Mehraj Zafar s'ouvre vers la fin août 2023. Le jeune homme plaide non coupable concernant le meurtre de sa compagne. Pour cette affaire, je n'ai malheureusement pas plus de détails. Sur internet, il n'y a que très peu d'articles. Aucune information concernant la suite et pourquoi elle est morte finalement. J'aurais aimé vous fournir des éléments supplémentaires à ce sujet, en particulier sur la peine encourue par le suspect. Mais malheureusement, on n'a aucune information comme je vous l'ai dit. On a juste des hypothèses. Je me demande s'il n'y a pas eu une dispute au sein du couple et que les choses ont dégénéré sans forcément que Mehraj Zafar ait eu l'intention de donner la mort. Quand on voit les photos du couple, on se rend compte que Mehraj est un homme plutôt imposant avec une certaine carrure. Ce que je dis là est de la pure hypothèse et ça veut strictement rien dire. Mais dites-moi en commentaire si vous avez des hypothèses concernant cette histoire. Et selon vous, pourquoi il aurait commis ce meurtre. Donc comme je le disais, ça se voit qu'il va à la salle et qu'il est plutôt très imposant. Concernant Amina Hayat, elle avait un petit gabarit. Et même si elle était de nature sportive, elle n'avait aucune chance face à lui. Un mauvais geste, une mauvaise chute, et là, c'est la mort qui arrive. Nous ne pouvons pas savoir ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Si Mehraj Zafar n'en parle pas de lui-même, on ne pourra pas savoir. Nous ne savons pas de quelle manière Amina est morte, s'il s'agit d'un acte violent ou non, et si elle a souffert avant son dernier souffle. Si la vérité est parfois difficile à entendre, le fait de ne pas connaître ses derniers instants est encore plus douloureux. Il n'y a rien de pire que sa propre imagination quand les éléments concrets viennent à manquer. Notre seconde affaire nous emmène sur la côte ouest des États-Unis, à Los Angeles. Les faits sont également récents. Notre histoire se déroule vers l'été 2021. Sandra Chico est une jeune femme de 28 ans. Elle a des origines hispaniques.
Elle a une sœur cadette, Elisabeth, de qui elle est assez proche. Sandra est en couple avec un homme depuis plusieurs années, qui est le père de ses 3 enfants. Mia Camila Rodriguez, 4 ans, Mason Mateo Rodriguez, 3 ans, ainsi qu'un bébé d'1 mois, Milan Mateas Rodriguez. La famille vit tranquillement sans faire de vagues. Mia et son frère Mason sont aperçus par le voisinage en train de jouer dans le jardin de la maison et leurs parents sont bien intégrés dans le quartier. La venue du 3e enfant les réjouit. Un appel auprès des services de secours a lieu le 28 juin en 2021, un peu avant 13 h. Il s'est passé quelque chose de grave au sein de South Ferris Avenue. 2 enfants se trouveraient en détresse respiratoire. Ce sont finalement 3 jeunes enfants qui sont retrouvés inanimés dans la chambre d'une petite maison. Il semble que c'est leur mère, une jeune femme proche de la trentaine, qui a appelé à l'aide. Elle se trouvait seule avec ses enfants, tandis que le père se trouvait au travail. Les 3 enfants n'ont malheureusement pas pu être réanimés par les secours, et leurs décès ont été constatés sur place. Un examen rapide ne démontre aucun signe visible de violence à l'égard de Mia, Matteo et Milan. Mais la situation est très troublante. La jeune mère aurait tenté de mettre fin à ses jours suite à son acte abominable. Les secours contactent directement la police suite à ce qui s'est passé. 3 enfants qui sont retrouvés de cette manière, ce n'est pas normal. Une enquête est nécessaire afin de comprendre les faits. Sandra est arrêtée dans l'après-midi, alors que sa maison est devenue une scène de crime. Ici, j'ai souvent une pensée pour le personnel médical ainsi que les policiers qui interviennent dans les premiers temps sur les lieux. Je me dis à chaque fois qu'il doit prendre sur eux lors de ces interventions afin de ne pas trop s'impliquer émotionnellement. Ça doit être un travail très difficile à vivre, donc franchement, respect. Ils doivent donner leur maximum, redoubler d'efforts pour agir et faire revenir ces petits êtres, mais ce n'est pas toujours suffisant. Sandra est placée en détention et une caution de 2 millions de dollars est fixée. La jeune femme est présente au cours de l'audience concernant la caution. Une deuxième audience intervient mi-juillet et la caution est augmentée de 6 millions de dollars. J'ai voulu jeter un œil sur le système de caution aux États-Unis afin de comprendre comment le montant était établi. Ce procédé n'existe pas en France. L'accusé demeure en détention provisoire. Un juge fixe le montant lors d'une audience en prenant en compte les éléments du dossier, la nature et les circonstances du crime, le dossier contre l'accusé, l'environnement social et familial de l'accusé et la situation un peu plus personnelle de ce dernier. On tient compte du fait qu'il ait un emploi par exemple. On prend en compte les ressources qui sont à sa disposition, sa personnalité et également s'il dispose d'un casier judiciaire. Sachant que les États-Unis ont un système judiciaire différent en fonction des États, je suppose que chacun a ses particularités. Et concernant le paiement, c'est tout un système aussi. Je vais essayer de vous faire court avant de vous assommer, parce que là ça commence à être un peu compliqué. L'accusé fait appel à un garant comme s'il s'agissait d'une assurance et il règle dans un premier temps un petit pourcentage de la somme qui revient au garant. Par la suite, l'accusé doit régler environ 40% de la caution, avec de l'argent ou un bien, afin de pouvoir sortir de prison. Voilà pour l'explication, je trouvais ça intéressant de creuser sur cette question. C'est vrai que sur la plupart des affaires, on n'avait jamais creusé sur la question de la caution. Bref, l'enquête débute. Il est établi que suite à la mort de ses enfants, la mère a bien tenté de mettre fin à leur jour. Les causes de la mort des enfants, ainsi que la manière dont Sandra a tenté d'attenter à sa vie, ne sont pas révélées. Les policiers n'ont en tout cas décelé aucun élément prouvant que la petite famille rencontrait des tensions ou autres signes justifiant un tel passage à l'acte. Les enfants étaient heureux et ne subissaient aucune violence dans leur quotidien. C'était une famille normale. Le père de famille n'était pas présent sur place au moment des faits et n'avait aucune manière de prévenir le drame. Le choc est immense pour l'entourage de la famille Chico et Rodriguez. Personne ne s'attendait à un tel drame et franchement ça se comprend. Si les autorités ayant pris part à l'enquête n'ont pas donné de détails sur les investigations, certains proches de l'accusé sont certains que Sandra a étouffé ses 3 enfants. La sœur de Sandra déclare que cette dernière montrait des signes de dépression postpartum, quelque temps après la naissance de son dernier enfant. Elisabeth assure toutefois que Sandra était une mère aimante à l'égard de ses enfants et qu'elle n'a jamais exprimé clairement une intention malveillante les concernant. Rosalba Flores Castillo, la grand-mère paternelle des enfants, a révélé cependant que Sandra n'était pas sortie de son domicile depuis qu'elle était revenue de la maternité. La grand-mère va dire les choses suivantes. « Je ne la critiquerai pas. Je lui souhaite bonne chance. Elle est aussi victime de sa maladie, la dépression. » Arturo Cesaro, l'oncle de Sarah, s'exprime auprès de la chaîne de télévision KNBC. « Elle ferait n'importe quoi pour ses enfants. C'est ça qui est difficile à comprendre. Mais que s'est-il passé, bon sang ?
Comme vous pouvez le voir, tout le monde est dans l'incompréhension suite à cette affaire. Les proches ne comprennent pas pourquoi tout ça s'est produit. C'était complètement illogique pour eux. Les proches de l'accusé souhaitent qu'aucun jugement ne soit donné sur Sandra et sur les faits, même s'il s'agit d'un geste innommable. Ils condamnent d'ailleurs les personnes qui s'expriment en mal de la mère de famille. J'aimerais sincèrement savoir ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Elle doit être jugée pour ses crimes, oui ou non? Est-ce que sa propre famille a le droit pour vous de vouloir tout ça et d'interdire un jugement? Permettez-moi de vous dire que moi je trouve ça un peu trop facile. Et en mon sens, elle mériterait quand même un procès. Elle a quand même tué 3 enfants. Ces 3 enfants. Je peux comprendre qu'il y a le côté psychologique avec la dépression, mais quand même 3 enfants, bordel. Je sais pas, moi je trouve ça absurde. Elle est peut-être qualifiée de mauvaise mère, terme que ses proches refusent d'employer. Ici, j'aimerais faire une parenthèse concernant cette affaire. Les actes qui sont reprochés à Sandra sont terribles. Ça, je ne pourrais pas dire le contraire. Cependant, je souhaite relever l'amour dont font preuve les proches de la jeune femme incarcérée. Sandra était malade et malheureusement, il n'a pas été possible d'agir à temps pour sauver les enfants. La dépression postpartum est une maladie terrible qui peut survenir dans les semaines suivant l'accouchement. Cela peut survenir après plusieurs grossesses. Ce n'est pas parce qu'une ou plusieurs grossesses s'est bien déroulée qu'une personne ne peut pas en souffrir plus tard. Entre 10 et 20% des personnes en sont atteintes chaque année en France. Et il me semble que les chiffres sont relativement similaires aux États-Unis. La naissance d'un enfant bouleverse un quotidien, qu'il soit le premier enfant de la famille ou non. Je me disais qu'il était important d'en parler un peu. Donc ici, c'est important de ne pas prendre à la légère cette maladie qui est la dépression. Tout à l'heure, c'est mon cœur qui parlait. Voir 3 enfants être tués par leur propre mère, je vous jure que ça fait hyper mal. Et on n'a qu'une envie quand c'est le cœur qui parle, c'est qu'elle soit condamnée. Mais quand on essaie de creuser un peu plus loin, c'est vrai qu'il y a la dépression et le syndrome psychologique qui rentrent en jeu. En tout cas, j'aimerais avoir vos avis car je trouve que le sujet est très important. Et c'est très compliqué de savoir où se positionner. Le procureur du comté de Los Angeles, Georges Cascon, s'exprime par le biais d'un communiqué au sujet de l'affaire. En un instant, 3 enfants innocents nous ont été enlevés et nous sommes terriblement abattus. Rien n'est plus déchirant que la trahison d'un parent qui ne protège pas ses enfants. Des fleurs ont été déposées devant la maison familiale par des voisins du quartier et de nombreuses autres personnes. Les faits ont relativement choqué l'opinion publique. Les gens se sentent plus concernés quand des enfants sont impliqués dans des affaires criminelles. Les enfants représentent l'innocence et le fait qu'ils soient victimes de tels actes atteint d'autant plus. Ils ne peuvent pas se défendre malheureusement. La famille Chico a lancé une campagne GoFundMe afin de demander de l'aide pour le financement des funérailles des enfants. Elle a permis de récolter un peu plus de 31 000 $ et elle a été désactivée après quelques semaines. La date et les délais de l'enterrement de Mia, Matteo et Milan n'ont pas été révélés dans la presse. La cérémonie a dû avoir lieu à l'abri des regards, dans le cercle intime. Les proches de Sandra estiment que les personnes souffrant de dépression postpartum devraient pouvoir bénéficier d'aide et de soutien moral au cours de cette période difficile. Ils invitent par ailleurs les jeunes parents à s'exprimer sur le sujet afin de prévenir d'éventuelles tragédies. Le père des enfants ne s'est pas exprimé concernant les faits. Nous n'avons pas de date de procès renseignée dans cette affaire. J'espère qu'on aura des informations prochainement afin que je puisse vous en faire part. On se retrouve pour la conclusion de nos 2 affaires qui sont particulièrement horribles. Une pauvre femme tuée par son petit ami et 3 enfants innocents tués par leur propre mère. Ces 2 faits divers m'ont particulièrement choqué et je me devais de vous les présenter. Le danger est présent partout de nos jours, même au sein de son propre foyer. Elle prend la forme de son conjoint, voire même d'un parent. Que l'on connaisse la personne depuis quelques semaines seulement ou plusieurs années, la surprise est toujours immense. Les victimes sont malheureusement les premières à faire les frais de cet acte terrible. Amina Hayat s'était mariée récemment. Elle était en études de médecine et elle avait la vie devant elle. Nous ne savons pas exactement ce qu'elle a subi, et c'est peut-être ce qui peut choquer le plus après la perte brutale d'un proche. Mia, Matteo et Milan n'étaient que des enfants, et ils ont vécu la pire chose de la part de la personne qui était censée les aimer et les protéger. Ils ne pouvaient se méfier de la première personne qu'ils voyaient le matin en se réveillant. Personne n'imagine que la personne qui partage votre vie ou un de vos parents pourrait provoquer votre mort. Amina et les enfants Rodriguez ne pouvaient rien prédire, et leurs proches non plus. J'ose espérer que les familles et les amis des victimes trouveront un jour la paix malgré ces pertes cruelles. Si du côté de la famille Hayat, la douleur a entraîné de terribles conséquences, je vois dans les proches de Sandra Chico
La volonté de ne pas accabler la mère de famille concernant son geste. Je pense qu'ils ont surtout regretté de ne pas avoir agi suffisamment vite pour aider la mère, bien qu'elle savait qu'ils étaient présents pour elle. Mes amis, comme toujours, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon Instagram Mogota-sama, je vous attends très nombreux là-bas pour discuter avec moi. Sur ce, prenez bien soin de vous et vos proches, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Mogota.